Moi, ce que j'aimais bien dans la drague de rue, c'est qu'il y avait un aspect lutte de classe. C'est qu'en général, le schéma qui marchait le mieux, qui était le plus réjouissant, c'était les deux paumés, mais qui avaient pour eux, je dirais, leur méchanceté et leur vice de connaître un peu mieux la rue, qui arrivaient à séduire des filles de bourgeois un peu méprisantes, mais qui ne connaissent pas bien la vie, et qu'on arrivait, je dirais, par ce travail de séduction, à capter un petit peu de la plus-value extorquée des parents de la riche au père du pauvre. Pour moi, il y avait un côté lutte de classe. Et moi, je le dis à un moment donné, au bout de mon parcours de dragueur, j'ai pas seulement écrit un livre, je suis rentré au Parti communiste. Et pour moi, c'était totalement lié. La vraie virilité, c'est d'être capable de tenir 30 ans. Alain Soral, bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de la réédition par Contre-Culture de votre premier roman, Le jour ou la nuit ou la vie d'un vaurien, qui avait été initialement publié en 1991. Dans la préface du livre, qui a été écrit pour la première réédition qui date de 2001, vous nous dites « Sans avenir, sans moyens et sans projet social autre qu'une vague haine impuissante de la fatalité néolibérale, je décidai, le jour de mes 30 ans, de mettre un terme à ma vie. N'ayant pas réussi à passer à l'acte, vous entamez l'écriture de ce roman autobiographique afin de, je vous cite, changer la merde en or. Pouvez-vous nous en dire plus sur les circonstances de la rédaction de cet ouvrage ? Ça remonte à 1987, la décision d'écrire ce bouquin. En fait, j'étais, on va dire que de l'âge de 18 ans à l'âge de 30 ans, j'ai passé toutes mes nuits en boîte de nuit. Pas pour danser ni boire d'ailleurs, mais pour draguer. Voilà, c'était une démarche mondaine et pathologique, je dirais. C'était acceptable parce que j'étais dans la post-adolescence, mais que c'était honteux pour un type de plus de 30 ans de passer son temps dans les boîtes de nuit. J'avais un certain dégoût, un certain mépris pour les hommes adultes que je voyais dans les boîtes. Voilà, donc je m'étais dit, j'ai le droit de faire ça jusqu'à 30 ans. À 30 ans, il faut que je passe à autre chose. Si je suis pas capable de passer à autre chose, c'est que je suis une merde et que voilà, qu'il faudrait que j'ai le courage de me supprimer, en gros. Voilà. Donc, le jour de mes 30 ans, je me suis dit, voilà, soit tu as le courage de te supprimer, soit tu tentes quelque chose de radical. Et je me suis dit, bon, je vais essayer d'écrire un livre. J'avais déjà écrit 2 bouquins, mais qui étaient des essais, un collectif et l'autre tout seul, sur la mode et les vêtements. Et donc là, j'ai pris une décision radicale. J'ai vendu tout ce que j'avais qui valait un peu d'argent, notamment des vêtements, des trucs comme ça. Et j'ai passé des annonces dans 2 revues de demeures historiques et châteaux, je sais, un truc, des revues comme ça de châteaux, en postulant pour un poste de gardien. Et j'ai eu 2 propositions. J'en ai accepté une, puis d'ailleurs une autre ensuite, ce qui fait que pendant, je crois, environ 2 années, j'ai été gardien de château et j'ai pu écrire au calme, nourri, logé, totalement seul, ce premier roman qui s'appelle La vie d'un vaurien. On l'a réédité sous le titre La vie d'un vaurien, mais le titre original était Le jour et la nuit ou La vie d'un vaurien. Voilà. Vous proposez ce livre à des éditeurs au début des années 90, vous essuyez de nombreux refus, et quand vous arrivez finalement à vous faire publier, celui-ci se vend très peu. Aujourd'hui, vous avez réussi, alors que vous êtes boycotté par tous les grands médias, à vendre plus de 30 000 exemplaires de votre dernier essai Comprendre l'Empire, et au travers de Contre-Culture, vous dirigez votre propre maison d'édition. Auriez-vous un commentaire sur ce changement de donne en l'espace de 20 ans ? Bah, le premier commentaire, c'est la persévérance. En fait, j'ai eu la chance, moi, d'écrire un premier livre par hasard avec 2 camarades qui s'appelait Les mouvements de mode expliqués aux parents. Je n'étais pas spécialement destiné à l'écriture. Je lisais beaucoup, je prenais des notes, mais je n'avais pas aucune prétention littéraire. Je n'étais pas dans le fétichisme du livre et la fascination de la figure du grand écrivain comme peut l'être Nab. J'étais pas du tout dans cette démarche-là. J'étais dans une démarche de rue, de survie, voilà, j'avais pas du tout de ce fétichisme-là. Et j'ai fait ce premier bouquin, là, Les mouvements de mode, par hasard, parce qu'on m'a proposé une grosse avance pour le faire, et c'était un peu un défi, presque, je dirais, une plaisanterie au départ avec André Berkoff. Mais il se trouve que ce livre a fait d'emblée un best-seller, ce qui a changé, entre guillemets, ma destinée, puisque je me suis dit, si on pouvait gagner de l'argent en faisant des livres, autant continuer. Voilà. Le livre aurait fait un bide, je pense que je n'aurais pas continué, probablement. J'aurais bifurqué vers autre chose, sans doute je serais parti à l'étranger, etc.
Mais le problème, c'est que quand j'ai eu fait ce best-seller, les éditeurs ont voulu que je refasse un peu la même chose. Et quand j'ai proposé un roman autobiographique écrit avec une écriture très sèche, comme ça, qui n'était pas du tout commercial, il m'a été refusé déjà par mon éditeur, qui à l'époque était Robert Laffont, qui n'était pas un ami de la poésie, on va dire. Et en fait, j'ai tenu immédiatement à ne pas justement tomber dans ne pas me soumettre aux règles du monde du livre et à imposer ma volonté. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à éditer ce premier roman, parce que j'ai pas joué le jeu. Voilà, donc, et c'est aussi pour ça qu'il s'est très peu vendu, parce qu'il a été édité par une petite maison qui était une annexe de Kalman Levy, avec très peu de promos. Moi-même d'ailleurs qui n'ai pas fait spécialement d'efforts. Voilà, j'étais dans une démarche qui était plus proche je dirais, du recueil de poésie. Voilà, c'était une démarche de. En fait, je pense que c'était inconsciemment une espèce de démarche de pureté par rapport au fait d'avoir fait un best-seller sur un bouquin de sociologie populaire avant. J'étais encore aussi quand même dans le grand respect pour les poètes français. Voilà, je pensais à Verlaine, à Rimbaud, à Musset. Et sans doute que cette difficulté à être édité vient aussi de moi. J'aurais pu la jouer autrement, la jouer beaucoup plus stratège et mondain. Et à l'époque déjà, j'avais du mal avec ça. Donc c'est comme ça que je l'expliquerai, quoi. La vie d'un vaurien est le premier de vos ouvrages à aborder le sujet de la drague, que vous développerez par la suite dans votre essai Sociologie du dragueur, qui date de 96, et dans le long métrage Confession d'un dragueur au début des années 2000. Vous avez déclaré lors d'un passage télé chez Mireille Dumas dans les années 90 être venu à la politique par la drague, qui vous a permis de prendre conscience de la réalité des luttes de classe. Sans Alain Soral le dragueur, y aurait-il pu y avoir Alain Soral le président d'Égalité et Réconciliation? C'est une question qui n'a pas beaucoup de sens parce que bon, c'est la destinée. Si j'étais quelqu'un d'autre, je serais quelqu'un d'autre. J'aurais donc une autre vie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a bon, pour ceux qui s'intéressent, il y a une cohérence globale dans mon parcours. Alors il y a ceux qui comprennent rien, en général les jaloux, les imbéciles, ceux dont Céline dit qu'ils sont lourds, quoi, qui essayent de m'attaquer en disant oui, en fait, il prétend qu'il s'intéresse à la politique et à la lutte des classes, mais il a travaillé à la télé pour Drevet, etc. Bon, les éternels abrutis, jaloux, lourdingues, etc., qui font semblant de ne pas comprendre sans doute. Mais en fait, il y a comment dirais-je, une cohérence dans tout ça, c'est que j'étais dans la survie. Le fait de n'avoir, je dirais, d'être sans famille et sans héritage m'a obligé toujours à gagner mon pain au quotidien et donc à être dans le réel tout en ayant du goût pour les idées. Et c'est cet aller-retour permanent entre le goût des idées et les impératifs, ce qu'on appelle l'impératif de production, qui a déterminé ma conscience. Et c'est pour ça que le marxisme chez moi est profondément ancré, puisque effectivement, j'ai pas pu échapper à ce genre de détermination pour des raisons familiales, puisque je suis un déclassé, voilà, qui dès l'âge de 18 ans est obligé de survivre par lui-même. Je pense que ça joue beaucoup. Ce qui fait que effectivement la drague est quelque chose qui correspondait chez moi sans doute à un manque affectif. Bon, je l'explique dans mes bouquins, donc que les gens les lisent, déjà ce roman, puis les autres. Et il y avait aussi le désir de me cultiver. Et pour pouvoir me cultiver, il fallait que j'échappe, je dirais, au salariat immédiat, qui, comme je n'étais pas diplômé, même pas bachelier, m'obligeait à faire des boulots que j'ai fait d'ailleurs, parce que pour les crétins qui pensent que j'ai jamais travaillé, il faut quand même qu'ils sachent que j'ai toujours travaillé, toujours gagné ma vie. J'ai été vendeur aux puces, ce qui consistait à ouvrir des stands à 6 ou 7 heures du matin au marché Paul Bert le samedi matin et le dimanche matin. Donc j'ai toujours travaillé. Quand j'ai fait du journalisme, c'est du travail, et écrire des livres, c'est du travail. J'ai toujours gagné mon pain en travaillant. Mais j'avais compris que, effectivement, incruster des filles de la bourgeoisie en étant un peu stratège me permettait effectivement un petit plus qui était l'accès à des bibliothèques, l'accès à des appartements confortables, l'accès à des maisons de campagne, et qui fait que ça me libérait un peu de temps et m'octroyait un peu de confort que je pouvais consacrer à la lecture et à la culture. Parce qu'en fait, la grosse différence entre moi et d'autres garçons de la même condition, c'est que ceux qui ont été jetés totalement dans l'obligation de produire et le salariat, ils n'ont pas pu, je dirais, de trouver ce temps libre
que Lucien Sève explique très bien dans sa théorie de l'emploi du temps, c'est-à-dire de la psychologie marxiste, j'aurais pas pu dégager ce temps libre pour me cultiver, voilà. Et c'est ça, et c'est en fait la drague pour moi a été la possibilité de libérer du temps pour me cultiver. Ce que j'explique très bien d'ailleurs dans ce roman, là, Le jour et la nuit ou La vie d'un vaurien, où j'explique bien effectivement, d'ailleurs l'exergue c'était la femme et le livre sont le jour et la nuit, c'était que c'est par les femmes que j'ai pu libérer du temps pour accéder aux livres, alors que les livres qui étaient sans doute mon destin de fils de bourgeois cultivé, ce destin m'ayant été interdit par le déclassement, j'ai réussi à me réapproprier ce destin de bourgeois cultivé par les femmes. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce roman et que j'ai réexpliqué plusieurs fois, mais c'est effectivement pour comprendre ça, je pense qu'il faut un certain âge, il faut voilà, une certaine conscience de ce que c'est que la réalité de classe, et cette conscience ne peut être déterminée que par l'origine de classe, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de petits cons, d'incultes, de petits merdeux qui ne comprennent rien à ma trajectoire, parce qu'effectivement ils n'ont pas le vécu et ça leur permet pas de comprendre. Alors effectivement, ils voient là où il y a de la, comment dirais-je, du paradoxe au mieux et surtout de la complexité, ils voient de la contradiction. Voilà. Mais je crois que quand on fait l'effort, notamment de lire mes bouquins, tout ça est finalement assez compréhensible. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, sans Alain Soral le dragueur, il n'y aurait pas eu Alain Soral l'essayiste, Alain Soral le politiquement engagé, et donc Alain Soral aujourd'hui président d'une association et même éditeur. Voilà. Les années 80, au cours desquelles se déroule le roman, sont selon vous les dernières années où il était encore possible de vivre correctement dans les marges de la société. Qu'est-ce que ce livre peut apporter à vos jeunes lecteurs qui n'ont pas connu cette époque ? Qu'est-ce que peut apporter un roman quand un roman veut avant tout être réaliste? Parce que de toute façon, je pense que le roman est réaliste ou il n'est pas. Et ben, c'est quand même de transmettre du vécu et de l'expérience par des moyens, on va dire, sensibles plus que conceptuels, afin que des jeunes, parce que c'est quand même les jeunes qui lisent des romans, il ne faut pas oublier, hein, l'époque où on se passionne pour le livre et les idées, c'est la période post-adolescente, il ne faut jamais l'oublier. Après, on vit sur son acquis, on s'éloigne de tout ça pour s'occuper de sa famille, de ses gosses, et d'essayer de payer son loyer. Donc le roman, c'est quand même essayer de faire comprendre par des moyens qui ne sont pas strictement conceptuels ce qu'a pu être la vie des gens d'avant à ceux qui arrivent après, puisque par définition, on lit toujours le livre de quelqu'un qui était avant. Donc ça permet aux jeunes qui ont 20-25 ans aujourd'hui de comprendre que les années 80 ne sont pas tout à fait les années 2000 ou 2010, de voir ce qui a pu changer et de voir ce qui est resté pareil et ce qui s'est transformé. Voilà. Et donc ça s'inscrit dans une logique de transmission, et pour moi la transmission est essentielle parce que la domination fonctionne essentiellement sur comment dirais-je, la coupure et le fait de gêner la transmission. Si le savoir se transmettait mieux, on serait beaucoup moins manipulable politiquement. Voilà. Et tout le travail, je dirais, du clair honnête, c'est de transmettre honnêtement. Le travail de l'agent de propagande étant de casser la transmission en produisant de la fausse mémoire, hein, ce qu'on appelle d'ailleurs le devoir de mémoire, ce qui était effectivement, c'est comme toujours, le diable se part toujours comment dirais-je, des habits du bon Dieu. Le devoir de mémoire, c'est le mensonge à tout prix, afin de casser la transmission et de nous rendre le passé incompréhensible. Et le travail du romancier, le travail de l'écrivain honnête, on voit ça très bien d'ailleurs aussi bien chez Proust que chez Céline, hein, c'est toujours d'abord de parler du réel, parler de ce qu'on a vécu et d'essayer de rendre cette expérience la plus compréhensible possible, en sachant que la légitimité de l'écrivain, c'est d'être comme un espèce de récepteur ultra-sensible, c'est-à-dire d'avoir un niveau de sensibilité supérieur à la moyenne, et d'où la prétention à être cet émetteur, puisque avant d'être émetteur, on est récepteur. Voilà. C'est un peu comme une super chaîne IFI, quoi. Voilà. Et moi, dans ces bouquins que j'ai écrits sur les années 80-90, parce qu'en fait, ma jeunesse commence en 76 et se finit, à mon avis, on va dire avec mon mariage en 94, je crois, c'est de rendre accessible, compréhensible, de faire sentir, toucher, ressentir cette séquence historique qui va de la fin des années 70 au début des années 2000 et qui permet effectivement de faire le lien entre aujourd'hui
et les époques d'avant qui ont été exprimées par des gens édermaliers, par les hussards, par Blondin. Voilà, et je pense que les écrivains, en général, sont là pour apporter une espèce de brique à un édifice de conscience, ces briques, en général, sont des briques qui touchent de façon pertinente des séquences d'une trentaine d'années. Voilà. Et si on s'intéresse notamment à l'histoire, qui est l'histoire de la bourgeoisie française depuis la Révolution française, on voit bien qu'il faut lire les uns après les autres des auteurs qui vous permettent de comprendre la séquence 1789-1830, puis 1830-1870, puis 1870-1914, puis 1914-1939, puis 1945-1960, etc. Et je m'inscris finalement dans cette, je dirais, tradition, et je fais mon devoir, je fais mon travail. On le voit dans mon dernier roman qui s'appelait Chute, où je continue à faire ce boulot jusqu'au bout, effectivement, pour pouvoir offrir aux jeunes générations conscientes et qui le veulent de la vraie mémoire, de la vraie conscience et, voilà, et de la transmission. Voilà. Est-ce que vous prévoyez l'écriture d'un nouveau roman prochainement? Je pense que j'ai presque répondu à cette question par la réponse d'avant. Non, parce qu'en fait, là, je suis sorti du roman pour être dans le réel. C'est-à-dire que là, nous approchons d'une période que je pressens, que j'attends d'une certaine manière et pour laquelle je me prépare depuis, je dirais, au moins 25 ans, puisque j'ai pris conscience de ce qui va nous tomber dessus, je crois, depuis 1984, où j'ai ressenti l'illégitimité des élites, des communautés agissantes, perverses. J'ai pris conscience de tout ça autour de 1984. Avant, j'étais dans l'adolescence, on va dire, et la découverte. Et j'ai senti monter comment dirais-je, cette manipulation par la déstabilisation, etc. Il m'a apparu évident que ça finirait mal. Et je pense que nous nous approchons de la période où tout ça va se jouer de façon explosive, c'est-à-dire que ces contradictions accumulées, ces mensonges accumulés vont nous péter à la gueule bientôt. Et donc, pour moi, c'est pas du tout le moment d'écrire du roman, mais c'est le moment de participer à l'histoire, voilà, par du journalisme, de l'engagement politique. Il me semble que les écrivains honnêtes savent à certains moments mettre leur littérature entre parenthèses quand il s'agit de s'engager, et puis à d'autres moments d'ailleurs faire l'inverse, notamment écrire leur mémoire quand ils sont sortis du combat ou que le combat est définitivement gagné ou perdu. Tout ça me paraît logique sur le plan, je dirais, presque moral. Voilà. Donc en ce moment, je n'ai pas du tout envie d'écrire un roman et de me retirer. J'ai envie de faire exactement ce que je fais, c'est-à-dire d'être engagé, d'être sur le commentaire au jour le jour, ce qui est moins brillant et moins spectaculaire. Mais je vous dis, je n'ai pas la fascination et le fétichisme du livre et de la catégorie du grand écrivain, qui pour moi participe de l'aliénation bourgeoise. Et donc je fais ce qui me semble moral de faire, ce qui me semble cohérent. Et une fois de plus, je dis voilà, je revendique la cohérence globale de ma trajectoire. Et autant hier, ça a pu être effectivement une série de romans ou d'essais pour expliquer comment se structure un homme dans les années 80, autant aujourd'hui, le travail à faire, c'est égalité et réconciliation. Merci Alain Soral pour cet entretien. Avez-vous quelque chose à ajouter? Ce que je pourrais ajouter, parce qu'il y a quand chaque fois qu'on pose une question dans laquelle il y a deux questions, on rate toujours la deuxième. Ça, c'est un petit conseil que je donne de journalisme. Il faut poser des questions dans lesquelles il n'y a qu'une seule question. C'est effectivement, si aujourd'hui mes livres se vendent alors que je suis totalement boycotté par les médias, c'est tout simplement parce que je persévère dans un travail qui a une cohérence et donc une légitimité, je dirais, voilà. Et que ça, c'est un conseil que je donne aux jeunes qui sont très pressés, puisque la jeunesse est pressée par définition, c'est-à-dire qu'on veut réussir vite et tout de suite. En plus, on nous vend les modèles de réussite expéditive et vite expédiés. En réalité, ce qui m'arrive aujourd'hui, qui fait que j'arrive à fonctionner à peu près et à atteindre mes objectifs malgré les difficultés, finalement, c'est comme dans la loi de l'inertie, c'est le travail de ces 25 années antérieures qui me l'apportent, qui me le permettent. Et j'ai très souvent désespéré quand j'avais 20, 30 ans, puisque effectivement les objectifs n'étaient jamais atteints, c'était des échecs qui se répétaient, de la solitude, de l'incompréhension, et j'ai tenu bon. Et c'est parce qu'on tient bon à cette époque-là que ça finit par fonctionner et rouler plus tard. C'est-à-dire que finalement,
Là aussi, ça a du sens et c'est assez moral. C'est la souffrance accumulée à l'époque où on a énormément d'énergie, puisqu'on est jeune, qui permet finalement, au moment où on commence à décliner, hein, c'est-à-dire là, je suis rentre dans ma 54e année, que les choses deviennent plus faciles. Voilà. Donc il faut toujours voir, non pas petit bout par petit bout, il faut toujours voir ça dans la longue durée, dans la continuité. Si ça marche pour moi à peu près aujourd'hui, alors que je défie le système frontalement, donc on ne va pas dire que je me suis soumis aux cultures au mondain comme beaucoup de mes anciens camarades, on pourrait en parler une autre fois, c'est parce que j'ai jamais lâché le morceau et c'est parce que je fais mon boulot, en gros, depuis les années 80. Voilà. Et ça, c'est un message d'espoir que j'envoie aux jeunes, puisque effectivement les gens qui s'intéressent à mon travail sont souvent des jeunes, puisque c'est eux qui portent l'espoir et qui ont le désir d'engagement. C'est qu'effectivement, il ne faut rien lâcher, que ça finit toujours par payer, mais que ça prend du temps. Voilà. Et finalement, si j'avais su que ça mettrait autant de temps quand j'étais jeune, sans doute j'aurais lâché le morceau. Mais ne le sachant pas, j'ai toujours espéré que ça arriverait demain. Et puis finalement, aujourd'hui, je me dis, bon, finalement, 25 ans, qu'est-ce que c'est? C'est un peu, voilà, on est dans la virilité des longues peines, vous voyez. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à m'engager en politique, je vous dis, en 84. Regardez, voilà, c'est des séquences sérieuses. C'est comme pour les peines de prison. On est dans les longues peines, on n'est pas dans les petites peines. Voilà. Mais aujourd'hui, je me dis que tout ça en valait la peine, que j'ai, quoi qu'il m'arrive demain, une vie réussie, une vie, voilà, j'existe, quoi. Et c'est donc un message d'espoir que j'envoie aux jeunes qui rament et qui récoltent très peu les fruits de leur travail aujourd'hui, c'est que s'ils persévèrent, s'ils lâchent rien, ça finira forcément par payer. Voilà. Mais la morale, il suffit de s'intéresser, par exemple, à la carrière de Georges Brassens, puisque c'est l'anniversaire de sa mort ces jours-ci. Voilà, l'exemple parfait du type qui a bossé énormément dans l'anonymat total et le dénuement total pendant des années, et tout est venu finalement après, voilà, mais parce qu'il n'a jamais rien lâché. Mais c'est sur des séquences, des durées de 20 ou 30 ans, voilà. Donc je terminerai là-dessus. La vraie virilité, c'est d'être capable de tenir 30 ans. Vous voyez, c'est comme pour les peines de prison, voilà. Hein, c'est les longues peines qui forcent le respect, pas les courtes peines de petits délinquants. Merci encore et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Et bonne lecture de La vie d'un vaurien, voilà, mon premier roman, réédité chez Contre-Culture. Une super chaîne IFI, quoi. Voilà. Et moi, dans ces bouquins que j'ai écrits sur les années 80-90, parce qu'en fait, ma jeunesse commence en 76 et se finit, à mon avis, on va dire avec mon mariage en 94, je crois, c'est de rendre accessible, compréhensible, de faire sentir, toucher, ressentir cette séquence historique qui va de la fin des années 70 au début des années 2000 et qui permet effectivement de faire le lien entre aujourd'hui et les époques d'avant qui ont été exprimées par des gens édermaliers, par les hussards, par Blondin. Voilà, et je pense que les écrivains, en général, sont là pour apporter une espèce de brique à un édifice de conscience, ces briques, en général, sont des briques qui touchent de façon pertinente des séquences d'une trentaine d'années. Voilà. Et si on s'intéresse notamment à l'histoire, qui est l'histoire de la bourgeoisie française depuis la Révolution française, on voit bien qu'il faut lire les uns après les autres des auteurs qui vous permettent de comprendre la séquence 1789-1830, puis 1830-1870, puis 1870-1914, puis 1914-1939, puis 1945-1960, etc. Et je m'inscris finalement dans cette, je dirais, tradition, et je fais mon devoir, je fais mon travail. On le voit dans mon dernier roman qui s'appelait Chute, où je continue à faire ce boulot jusqu'au bout, effectivement, pour pouvoir offrir aux jeunes générations conscientes et qui le veulent de la vraie mémoire, de la vraie conscience et, voilà, et de la transmission. Voilà. Est-ce que vous prévoyez l'écriture d'un nouveau roman prochainement ? Je pense que j'ai presque répondu à cette question par la réponse d'avant. Non, parce qu'en fait, là, je suis sorti du roman pour être dans le réel. C'est-à-dire que là, nous approchons d'une période que je pressens, que j'attends d'une certaine manière et pour laquelle je me prépare depuis, je dirais, au moins 25 ans, puisque j'ai pris conscience de ce qui va nous tomber dessus, je crois, depuis 1984, où j'ai ressenti l'illégitimité des élites, des communautés agissantes, perverses. J'ai pris conscience de tout ça
autour de 1984. Avant, j'étais dans l'adolescence, on va dire, et la découverte. Et j'ai senti monter cette, comment dirais-je, cette manipulation par la déstabilisation, etc. Il m'a apparu évident que ça finirait mal. Et je pense que nous nous approchons de la période où tout ça va se jouer de façon explosive. C'est-à-dire que ces contradictions accumulées, ces mensonges accumulés vont nous péter à la gueule bientôt. Et donc, pour moi, c'est pas du tout le moment d'écrire du roman, mais c'est le moment de participer à l'histoire, voilà, par du journalisme, de l'engagement politique. Il me semble que les écrivains honnêtes savent à certains moments mettre leur littérature entre parenthèses quand il s'agit de s'engager, et puis à d'autres moments d'ailleurs faire l'inverse, notamment écrire leurs mémoires quand ils sont sortis du combat ou que le combat est définitivement gagné ou perdu. Tout ça me paraît logique sur le plan, je dirais, presque moral. Voilà. Donc en ce moment, je n'ai pas du tout envie d'écrire un roman et de me retirer. J'ai envie de faire exactement ce que je fais, c'est-à-dire d'être engagé, d'être sur le commentaire au jour le jour, ce qui est moins brillant et moins spectaculaire. Mais je vous dis, je n'ai pas la fascination et le fétichisme du livre et de la catégorie du grand écrivain, qui pour moi participe de l'aliénation bourgeoise. Et donc je fais ce qui me semble moral de faire, ce qui me semble cohérent. Et une fois de plus... Au début des années 90, vous essuyez de nombreux refus, et quand vous arrivez finalement à vous faire publier, celui-ci se vend très peu. Aujourd'hui, vous avez réussi, alors que vous êtes boycotté par tous les grands médias, à vendre plus de 30 000 exemplaires de votre dernier essai Comprendre l'Empire, et au travers de Contre-Culture, vous dirigez votre propre maison d'édition. Auriez-vous un commentaire sur ce changement de donne en l'espace de 20 ans? Le premier commentaire, c'est la persévérance. En fait, j'ai eu la chance, moi, d'écrire un premier livre par hasard avec deux camarades qui s'appelait Les mouvements de mode expliqués aux parents. Je n'étais pas spécialement destiné à l'écriture. Je lisais beaucoup, je prenais des notes, mais je n'avais pas aucune prétention littéraire. Je n'étais pas dans le fétichisme du livre et la fascination de la figure du grand écrivain comme peut l'être Nab. J'étais pas du tout dans cette démarche-là. J'étais dans une démarche de rue, de survie, voilà, j'avais pas du tout de ce fétichisme-là. Et j'ai fait ce premier bouquin, là, Les mouvements de mode, par hasard, parce qu'on m'a proposé une grosse avance pour le faire, et c'était un peu un défi, presque, je dirais, une plaisanterie au départ avec André Berkoff. Mais il se trouve que ce livre a fait d'emblée un best-seller, ce qui a changé, entre guillemets, ma destinée, puisque je me suis dit, si on pouvait gagner de l'argent en faisant des livres, autant continuer. Voilà. Le livre aurait fait un bide, je pense que je n'aurais pas continué, probablement. J'aurais bifurqué vers autre chose, sans doute je serais parti à l'étranger, etc. Mais le problème, c'est que quand j'ai fait ce best-seller, les éditeurs ont voulu que je refasse un peu la même chose, et quand j'ai proposé un roman autobiographique, écrit avec une écriture très sèche, comme ça, qui n'était pas du tout commerciale. Il m'a été refusé déjà par mon éditeur, qui à l'époque était Robert Laffont, qui n'était pas un ami de la poésie, on va dire. Et en fait, j'ai tenu immédiatement à ne pas justement tomber dans ne pas me soumettre aux règles du monde du livre et à imposer ma volonté. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à éditer ce premier roman, parce que j'ai pas joué le jeu, voilà. Donc, et c'est aussi pour ça qu'il s'est très peu vendu, parce qu'il a été édité par une petite maison qui était une annexe de Calman Levy, avec très peu de promos. Moi-même d'ailleurs qui n'ai pas fait spécialement d'efforts. Voilà, j'étais dans une démarche qui était plus proche je dirais, du recueil de poésie. Voilà, c'était une démarche en fait, je pense que c'était inconsciemment une espèce de démarche de pureté par rapport au fait d'avoir fait un best-seller sur un bouquin de sociologie populaire avant. J'étais encore aussi quand même dans le grand respect pour les poètes français. Voilà, je pensais à Verlaine, à Rimbaud, à Musset, et sans doute que cette difficulté à être édité vient aussi de moi. J'aurais pu la jouer autrement, la jouer beaucoup plus stratège et mondain, et à l'époque déjà j'avais du mal avec ça. Donc c'est comme ça que je l'expliquerai, quoi. La vie d'un vaurien est le premier de vos ouvrages à aborder le sujet de la drague, que vous développerez par la suite dans votre essai Sociologie du dragueur, qui date de 1996, et dans le long métrage Confession d'un dragueur au début des années 2000. Vous avez déclaré lors d'un passage télé chez Mireille Dumas dans les années 90 être venu à la politique par la drague, qui vous a permis de prendre conscience de la réalité des luttes de classe. Sans Alain Soral le dragueur, y aurait-il pu y avoir Alain Soral le président d'Égalité et Réconciliation? C'est une question qui n'a pas beaucoup de sens parce que bon, c'est la destinée.
Moi, ce que j'aimais bien dans la drague de rue, c'est qu'il y avait un aspect lutte de classe. C'est qu'en général, le schéma qui marchait le mieux, qui était le plus réjouissant, c'était les deux paumés, mais qui avaient pour eux, je dirais, leur méchanceté et leur vice de connaître un peu mieux la rue, qui arrivaient à séduire des filles de bourgeois un peu méprisantes, mais qui connaissent pas bien la vie, et qu'on arrivait, je dirais, par ce travail de séduction, à capter un petit peu de la plus-value extorquée des parents de la riche au père du pauvre. Pour moi, il y avait un côté lutte de classe. Et moi, je le dis à un moment donné, au bout de mon parcours de dragueur, j'ai pas seulement écrit un livre, je suis rentré au Parti communiste. Et pour moi, c'était totalement lié. La vraie virilité, c'est d'être capable de tenir 30 ans. Alain Soral, bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de la réédition par Contre-Culture de votre premier roman, Le jour ou la nuit ou la vie d'un vaurien, qui avait été initialement publié en 1991. Dans la préface du livre, qui a été écrit pour la première réédition qui date de 2001, vous nous dites « Sans avenir, sans moyens et sans projet social autre qu'une vague de haine impuissante de la fatalité néolibérale, je décidai, le jour de mes 30 ans, de mettre un terme à ma vie. N'ayant pas réussi à passer à l'acte, vous entamez l'écriture de ce roman autobiographique afin de, je vous cite, changer la merde en or. Pouvez-vous nous en dire plus sur les circonstances de la rédaction de cet ouvrage ? Ça remonte à 1987, la décision d'écrire ce bouquin. En fait, j'étais, on va dire que de l'âge de 18 ans à l'âge de 30 ans, j'ai passé toutes mes nuits en boîte de nuit. Pas pour danser ni boire d'ailleurs, mais pour draguer. Voilà, c'était une démarche mondaine et pathologique, je dirais. C'était acceptable parce que j'étais dans la post-adolescence, mais que c'était honteux pour un type de plus de 30 ans de passer son temps dans les boîtes de nuit. J'avais un certain dégoût, un certain mépris pour les hommes adultes que je voyais dans les boîtes. Voilà, donc je m'étais dit, j'ai le droit de faire ça jusqu'à 30 ans. À 30 ans, il faut que je passe à autre chose. Si je suis pas capable de passer à autre chose, c'est que je suis une merde et que qu'il faudrait que j'ai le courage de me supprimer, en gros. Voilà. Donc, le jour de mes 30 ans, je me suis dit, voilà, soit tu as le courage de te supprimer, soit tu tentes quelque chose de radical. Et je me suis dit, bon, je vais essayer d'écrire un livre. J'avais déjà écrit 2 bouquins, mais qui étaient des essais, un collectif et l'autre tout seul, sur la mode et les vêtements. Et donc là, j'ai pris une décision radicale. J'ai vendu tout ce que j'avais qui valait un peu d'argent, notamment des vêtements, des trucs comme ça. Et j'ai passé des annonces dans 2 revues de demeures historiques et châteaux, je sais, un truc, des revues comme ça de châteaux, en postulant pour un poste de gardien. Et j'ai eu 2 propositions. J'en ai accepté une, puis d'ailleurs une autre ensuite, ce qui fait que pendant, je crois, environ 2 années, j'ai été gardien de château et j'ai pu écrire au calme, nourri, logé, totalement seul, ce premier roman qui s'appelle La vie d'un vaurien. On l'a réédité sous le titre La vie d'un vaurien, mais le titre original était Le jour et la nuit ou La vie d'un vaurien. Voilà. Vous proposez ce livre à des éditeurs. Si j'étais quelqu'un d'autre, je serais quelqu'un d'autre, j'aurais donc une autre vie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, bon, pour ceux qui s'intéressent, il y a une cohérence globale dans mon parcours. Alors, il y a ceux qui comprennent rien, en général les jaloux, les imbéciles, ceux dont Céline dit qu'ils sont lourds, quoi, qui essayent de m'attaquer en disant oui, en fait, il prétend qu'il s'intéresse à la politique et à la lutte des classes, mais il a travaillé à la télé pour Drevet, etc. Bon, ceux les éternels abrutis, jaloux, lourdingues, etc., qui font semblant de ne pas comprendre sans doute. Mais en fait, il y a une, comment dirais-je, une cohérence dans tout ça, c'est que j'étais dans la survie. Le fait de n'avoir, je dirais, d'être sans famille et sans héritage m'a obligé toujours à gagner mon pain au quotidien et donc à être dans le réel tout en ayant du goût pour les idées. Et c'est cet aller-retour permanent entre le goût des idées et les impératifs, ce qu'on appelle l'impératif de production, qui a déterminé ma conscience. Et c'est pour ça que le marxisme chez moi est profondément ancré, puisque effectivement, j'ai pas pu échapper à ce genre de détermination pour des raisons familiales, puisque je suis un déclassé, voilà, qui dès l'âge de 18 ans était obligé de survivre par lui-même. Je pense que ça joue beaucoup.
Ce qui fait que, effectivement, la drague est quelque chose qui correspondait chez moi sans doute à un manque affectif. Bon, je l'explique dans mes bouquins, donc que les gens les lisent, déjà ce roman, puis les autres. Et il y avait aussi le désir de me cultiver. Et pour pouvoir me cultiver, il fallait que j'échappe, je dirais, au salariat immédiat, qui, comme je n'étais pas diplômé, même pas bachelier, m'obligeait à faire des boulots que j'ai fait d'ailleurs, parce que pour les crétins qui pensent que j'ai jamais travaillé, il faut quand même qu'ils sachent que j'ai toujours travaillé, toujours gagné ma vie. J'ai été vendeur aux puces, ce qui consistait à ouvrir des stands à 6 ou 7 heures du matin au marché Paul Bert le samedi matin et le dimanche matin. Donc j'ai toujours travaillé. Quand j'ai fait du journalisme, c'est du travail, et écrire des livres, c'est du travail. J'ai toujours gagné mon pain en travaillant. Mais j'avais compris que, effectivement, incruster des filles de la bourgeoisie en étant un peu stratège me permettait effectivement un petit plus qui était l'accès à des bibliothèques, l'accès à des appartements confortables, l'accès à des maisons de campagne, et qui fait que ça me libérait un peu de temps et m'octroyait un peu de confort que je pouvais consacrer à la lecture et à la culture. Parce qu'en fait, la grosse différence entre moi et d'autres garçons de la même condition, c'est que ceux qui ont été jetés totalement dans l'obligation de produire et le salariat, ils n'ont pas pu, je dirais, de trouver ce temps libre, que Lucien Sève explique très bien dans sa théorie de l'emploi du temps, c'est-à-dire de la psychologie marxiste. J'aurais pas pu dégager ce temps libre pour me cultiver, voilà. Et c'est ça, et c'est en fait la drague pour moi a été la possibilité de libérer du temps pour me cultiver. Ce que j'explique très bien d'ailleurs dans ce roman, là, Le jour et la nuit ou La vie d'un vaurien, où j'explique bien effectivement, d'ailleurs l'exergue c'était la femme et le livre sont le jour et la nuit, c'était que c'est par les femmes que j'ai pu libérer du temps pour accéder aux livres, alors que les livres qui étaient sans doute mon destin de fils de bourgeois cultivés, ce destin m'ayant été interdit par le déclassement, j'ai réussi à me réapproprier ce destin de bourgeois cultivé par les femmes. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce roman et que j'ai réexpliqué plusieurs fois, mais c'est pour comprendre ça, je pense qu'il faut un certain âge, il faut voilà, une certaine conscience de ce que c'est que la réalité de classe, et cette conscience ne peut être déterminée que par l'origine de classe, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de petits cons, d'incultes, de petits merdeux qui ne comprennent rien à ma trajectoire, parce qu'effectivement, ils n'ont pas le vécu et ça leur permet pas de comprendre. Alors effectivement, ils voient là où il y a de la, comment dirais-je, du paradoxe au mieux et surtout de la complexité. Ils voient de la contradiction. Voilà. Mais je crois que quand on fait l'effort, notamment de lire mes bouquins, tout ça est finalement assez compréhensible. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, sans Alain Soral le dragueur, il n'y aurait pas eu Alain Soral l'essayiste, Alain Soral le politiquement engagé, et donc Alain Soral aujourd'hui président d'une association et même éditeur. Voilà. Les années 80, au cours desquelles se déroule le roman, sont selon vous les dernières années où il était encore possible de vivre correctement dans les marges de la société. Qu'est-ce que ce livre peut apporter à vos jeunes lecteurs qui n'ont pas connu cette époque ? Qu'est-ce que peut apporter un roman quand un roman veut avant tout être réaliste? Parce que de toute façon, je pense que le roman est réaliste ou il n'est pas. Et ben, c'est quand même de transmettre du vécu et de l'expérience par des moyens, on va dire, sensibles plus que conceptuels, afin que des jeunes, parce que c'est quand même les jeunes qui lisent des romans, il ne faut pas oublier, hein, l'époque où on se passionne pour le livre et les idées, c'est la période post-adolescente, il ne faut jamais l'oublier. Après, on vit sur son acquis, on s'éloigne de tout ça pour s'occuper de sa famille, de ses gosses, et d'essayer de payer son loyer. Donc le roman, c'est quand même essayer de faire comprendre par des moyens qui ne sont pas strictement conceptuels ce qu'a pu être la vie des gens d'avant à ceux qui arrivent après, puisque par définition, on lit toujours le livre de quelqu'un qui était avant. Donc ça permet aux jeunes qui ont 20-25 ans aujourd'hui de comprendre que les années 80 ne sont pas tout à fait les années 2000 ou 2010, de voir ce qui a pu changer et de voir ce qui est resté pareil et ce qui s'est transformé. Voilà. Et donc ça s'inscrit dans une logique de transmission, et pour moi la transmission est essentielle parce que la domination fonctionne essentiellement sur comment dirais-je, la coupure et le fait de gêner la transmission. Si le savoir se transmettait mieux, on serait beaucoup moins manipulable politiquement. Voilà. Et tout le travail, je dirais, du clair honnête, c'est de transmettre
honnêtement, le travail de l'agent de propagande étant de casser la transmission en produisant de la fausse mémoire, ce qu'on appelle d'ailleurs le devoir de mémoire, ce qui était effectivement, c'est comme toujours, le diable se part toujours des, comment dirais-je, des habits du bon Dieu. Le devoir de mémoire, c'est le mensonge à tout prix, afin de casser la transmission et de nous rendre le passé incompréhensible. Et le travail du romancier, le travail de l'écrivain honnête, on voit ça très bien d'ailleurs aussi bien chez Proust que chez Céline, c'est toujours d'abord de parler du réel, parler de ce qu'on a vécu et d'essayer de rendre cette expérience la plus compréhensible possible, en sachant que la légitimité de l'écrivain, c'est d'être comme un espèce de récepteur ultra-sensible, c'est-à-dire d'avoir un niveau de sensibilité supérieur à la moyenne, et d'où la prétention à être cet émetteur, puisque avant d'être émetteur, on est récepteur. Voilà. C'est un peu comme une super